Désormais bien installés dans l'ancienne Hispanie romaine, les Wisigoths, bien que chrétiens ariens, collaborent avec les catholiques, ce qui contribue à maintenir en place l'infrastructure romaine et l'administration antique. Profondément admiratifs de la culture romaine, les Germains n'auront de cesse de la préserver, tout en y instillant leurs traditions. Ils seront ainsi à l'origine de la création de ce qui sera reconnu comme étant le plus brillant des royaumes barbares d'Occident. À la conquête de l'histoire. Très peu d'écrits sur les premières années du royaume wisigoth nous sont parvenus. On doit bien souvent se contenter de la chronique de l'évêque Jean de Biclar pour la partie la plus ancienne, de l'Historia Francorum de Grégoire de Tours, de l'Historia Gothorum d'Isidore de Séville, de la chronique de Frédégère, ou bien de la chronique mozarabe. Souvent rédigés par des hommes d'église, ces textes ont tendance à présenter les envahisseurs goths comme des hommes cruels, des assassins qui se querellent sans cesse pour le pouvoir. Tout ceci afin de mieux exalter le rôle pacificateur et civilisateur des représentants de la tradition et de la culture romaine que sont les évêques. L'Espagne wisigothique est donc souvent présentée comme un espace ayant vu coexister de manière pacifique ou non des peuples germaniques dominants, en dépit de leur infériorité numérique, et des hispano-romains dominés. Les auteurs mettant tantôt l'accent sur la germanisation de la péninsule, ou bien sur l'absorption des vainqueurs par les vaincus. Si cette vision séparant une aristocratie dirigeante germanique du peuple hispano-romain a sans doute été vraie dans les premières décennies suivant l'arrivée des Wisigoths en Espagne, avec par exemple une loi du roi Léovigilde interdisant les mariages entre Goths et hispano-romains pour éviter une disparition du peuple germanique. La fusion des deux aristocraties s'opère probablement dans le courant du VIe siècle. De ce fait, les luttes de pouvoir qui caractérisent les 7e et début du 8e siècle mettent aux prises des factions de cette aristocratie hispano-wisigothique, et non pas des groupes raciaux fondamentalement distincts. Cependant, l'absence de fouilles dans les cimetières nous empêche de procéder à des études ADN et donc d'en savoir plus sur les caractéristiques anthropologiques des habitants de la péninsule ibérique des 6e et 7e siècles. Du point de vue de l'unité territoriale, elle est le fruit du travail de Léovigilde. Dès son accession au trône en 569, il entreprend l'unification territoriale et religieuse de la péninsule ibérique. Son fils, Récared, poursuit et achève l'entreprise de son père. Initialement, la région était loin d'être homogène. Au sud, les Byzantins qui occupaient une longue bande côtière et dominaient Carthagène et Malaga constituaient un danger permanent, puisque chaque faction ou ville révoltée pouvait les appeler à l'aide. Dès 570, Léovigilde attaque et dévaste la région de Malaga, puis l'année suivante, c'est la place forte de Medina Sidonia qui est prise. La révolte à Séville d'Herménégilde, fils aîné du roi qui s'est converti au catholicisme, à partir de 580, entraîne la mise au pas de la région. Herménégilde sera exécuté par son père, puis plus tard canonisé par l'Église catholique. Au nord, où Vascons et Cantabres avaient progressivement occupé les piémonts des Pyrénées et la cordillère cantabrique, Léovigilde mena une série d'opérations qui permirent l'annexion de la Cantabrie en 574, puis de la région entre le Léon et la Galice, ce qui repousse d'autant les Vascons. De leur côté, les Suèves sont obligés en 576 de demander la paix et de signer un traité d'alliance avec Léovigilde, qui finit par annexer en 585 l'ensemble du royaume suève. Léovigilde, en plus de rassembler sous son autorité les provinces et territoires qui avaient appartenu à l'Hispanie romaine, fixe la capitale du royaume à Tolède. C'est également le premier roi des Wisigoths à avoir adopté les régalias impériales, comme symbole de pouvoir, la couronne, le sceptre et le trône. L'unification du royaume ne pouvait cependant pas être complète sans unité religieuse, condition préalable à l'unité du corps politique et social.
L'arrivée des Visigoths dans l'ancien diocèse d'Espagne n'avait pas entraîné de transformation administrative brusque, et le lent mouvement d'autonomie des oligarchies locales s'était poursuivi. Alors que les membres de la haute administration romaine disparaissaient ou s'enracinaient localement, et que les anciennes curiales s'appauvrissaient, les évêques, qui jouissaient d'un vaste pouvoir juridictionnel depuis le début du IVe siècle, avaient progressivement assumé une grande partie des fonctions civiles autrefois exercées par les administrateurs romains. Les évêques hispaniques du VIe siècle se caractérisèrent en outre par les liens qu'ils entretenaient avec l'Orient. Les évêques Paul et Fidélis de Mérida étaient grecs. La famille d'Isidore de Séville était probablement d'origine byzantine. L'évêque Jean de Biclar, originaire de la péninsule, a étudié 17 ans à Constantinople avant de retourner en Lusitanie. L'Église d'Espagne entretenait par ailleurs des relations suivies avec l'Afrique du Nord, alors l'un des cœurs battants du christianisme. Les destructions et les persécutions des Vandales ariens, puis les dévastations des Berbères, poussèrent de nombreux clercs d'Afrique à chercher refuge dans la péninsule, où ils diffusèrent les œuvres de saint Augustin. Léovigilde, comme ses prédécesseurs, était arien. Il ne pouvait cependant unifier la péninsule et étendre son pouvoir sur les communautés urbaines et rurales sans passer par l'intermédiaire de ces grands administrateurs et juges qu'étaient les évêques catholiques, nettement plus nombreux et plus puissants que les évêques ariens. Le roi lança une offensive contre les catholiques à partir de 578 et tenta d'attirer les évêques vers l'arianisme. Certains se convertirent, comme Vincent de Saragosse, d'autres s'y refusèrent, comme Sévère de Malaga, Léandre de Séville ou Jean de Biclar. La politique anticatholique menée par Léovigilde contribua à faire croître le pouvoir des factions ariennes à la cour comme dans les villes, et détruisit l'équilibre antérieur. Elle ne fut cependant pas couronnée de succès. La conversion au catholicisme de son fils, le roi Récarède, en 587, un an après la mort de son père, mit fin à la tentative d'unification arienne entreprise 9 ans plus tôt par Léovigilde. 2 ans plus tard, en 589, un grand concile réunissait à Tolède, sous l'égide du roi et de l'évêque Léandre de Séville, les évêques. La croyance en la Trinité et en la consubstantialité du Fils y fut affirmée. Les Goths abjurèrent l'arianisme et les évêques convertis furent confirmés dans leurs évêchés. La conversion de Récarède au catholicisme, suivie de celle des Goths en 589, achevait l'unification de l'Hispanie sous le pouvoir des Visigoths, dans la mesure où désormais gouvernants et gouvernés suivaient la même foi. S'il y eut quelques révoltes limitées de l'aristocratie arienne, cette dernière, sans le soutien royal, était condamnée à disparaître. Au cours du 7e siècle, la politique d'unification territoriale entreprise par Léovigilde et Récarède fut systématiquement poursuivie. Profitant des difficultés des Byzantins contre les Perses, les Visigoths expulsent définitivement les Romains d'Orient de la frange côtière sud-est de la péninsule en 624. Dans le nord, nous l'avons vu, les Cantabres ont été conquis par Léovigilde. Ils ne s'intègrent jamais entièrement à l'Espagne visigothique, même s'ils abandonnent leur langue et adoptent le christianisme. Les Vascons, en revanche, constituèrent un danger endémique pour le pouvoir central en dépit des missions de christianisation organisées contre eux par plusieurs souverains tout au long du 7e siècle. De l'autre côté des Pyrénées, la Narbonnaise, ou Septimanie, avait été attribuée aux Visigoths lors de la division de l'héritage de Théodoric II, roi des Ostrogoths, entre ses petits-fils, Amalaric et Athalaric. Cette région, incitée par les Burgondes et les Francs situés à sa frontière, se rebella à plusieurs reprises contre la volonté centralisatrice de Tolède, tout au long du 7e siècle. En achevant le programme d'unité religieuse voulu par Léovigilde, Récarède avait jeté les bases d'une alliance entre le pouvoir royal et le pouvoir ecclésiastique, pour aboutir à une théocratie, représentation terrestre de la cité de Dieu. L'adoption du catholicisme par le roi n'avait pas pour seul résultat une uniformisation des croyances des gouvernants et des gouvernés. Catholique, le monarque devenait un roi et devait agir pieusement et modérément, et faire le bien. Récarède mourut en 601. Et au cours des 110 ans que dura encore le royaume des Visigoths d'Espagne, 16 rois exercèrent le pouvoir, dont certains furent rapidement détrônés, probablement en raison de leur jeunesse et de leur inexpérience. D'autres, en revanche, furent associés au trône,
et succédèrent à leur père sans opposition, alors que certains qui s'étaient souvent illustrés par leurs exploits militaires accédèrent au pouvoir par élection et acclamation, suivant la tradition impériale des IIIe et IVe siècles, tandis que d'autres prirent le pouvoir suite à un coup de force et cherchèrent ensuite une ratification par acclamation. L'une des premières manifestations de l'union entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique fut ainsi le maintien d'un système d'accession au pouvoir qui ne reposait pas sur le principe dynastique, mais donnait à l'Église, par l'onction, à partir de 633, le pouvoir de légitimation. L'idée de l'élection divine du souverain, qui s'était développée dans l'Empire à partir du IVe siècle, avait trouvé un terrain d'élection en Espagne. Si la rébellion contre le pouvoir y était qualifiée de tyrannie, en revanche, la réussite y apparut comme une manifestation de la volonté divine, que les évêques ne pouvaient qu'entériner. Le détenteur du pouvoir royal fut donc légitimé et sacralisé par l'intervention de l'Église. Comme à Constantinople, le roi, élu par les acclamations d'un sénat et du peuple, y était ensuite oint par l'évêque de Tolède au cours d'une cérémonie qui s'ouvrait par le serment du prince. Au pied de l'autel, revêtu des vêtements et des insignes royaux, il jurait de gouverner droitement son peuple, et la cérémonie s'achevait par le serment de fidélité du peuple au nouveau souverain. Légitimé par l'onction que lui conférait l'évêque de Tolède, et non en vertu du principe dynastique, le roi devenait le défenseur de la vraie foi. L'instauration d'un régime théocratique dans l'Espagne visigothique fut progressive, et s'il est dû en grande partie aux élites ecclésiastiques, le concept de monarchie n'était pourtant pas inconnu des Visigoths. Ils étaient gouvernés à l'origine par des juges et des rois, les premiers disposant d'un pouvoir plus étendu que les seconds. Les invasions des années 376-418 donnèrent la primauté au chef militaire unique et permanent, le roi. Mais la rédaction des codes de loi de Théodoric Ier, puis d'Euric et enfin d'Alaric II témoigne de l'importance que conservait chez les Visigoths la fonction judiciaire. Au VIe et VIIe siècle, la fonction militaire caractérisa les rois, qui durent souvent leur trône à leur valeur martiale, héritage germanique par excellence. À partir de la conversion de Récarède, l'Église fournit au pouvoir visigothique ses fondements intellectuels et juridiques hérités de Rome et de Constantinople, et largement inspirés des modèles bibliques. Pas moins de 14 conciles eurent lieu au VIIe siècle, chacun visant à détailler le rôle du roi, mais aussi à déterminer qui pouvait accéder au pouvoir. Le candidat au trône doit être d'origine noble visigothique, ce qui exclut de fait les Francs et les Burgondes. Et la succession royale se fait par désignation des grands du royaume et des évêques, système électif qui n'exclut ni la succession héréditaire ni le coup d'État. Les conciles qui rappellent l'obligation du roi d'agir bien et justement font également du souverain le protecteur de la foi catholique contre les hérétiques et les juifs. Les persécutions à l'encontre des juifs, dont témoignent de nombreux textes des conciles, entrent dans la logique d'un pouvoir théocratique, avec le roi endossant le rôle de défenseur de la vraie foi. À l'issue de ces conciles, plusieurs mesures visant à expurger ce qu'ils appellent la peste judaïque qui renaît sans cesse seront prises, avec notamment l'interdiction aux juifs des mariages mixtes, l'exercice des fonctions publiques, la création de nouvelles synagogues, la possession d'esclaves chrétiens et le prosélytisme. L'alliance entre la monarchie et l'Église confirma parallèlement celle-ci dans le rôle qu'elle avait progressivement assumé de substitut des administrateurs civils romains. Le royaume wisigoth d'Espagne paraît donc bien être une théocratie, dans laquelle les évêques gouvernent en compagnie du prince, dont ils légitiment le pouvoir et qui les maintient dans leurs fonctions. L'importance de la culture dans l'Espagne visigothique est l'une des dernières manifestations de la culture antique. Les étymologies d'Isidore de Séville constituent ainsi une compilation encyclopédique du savoir antique tel qu'il fut ensuite transmis à l'Occident médiéval. Le rôle politique des grands intellectuels de l'Espagne visigothique fut prépondérant. Ainsi, les études constituèrent, comme à Byzance, l'un des moyens d'ascension sociale pour ceux qui n'étaient pas nés dans l'aristocratie. L'Église et l'administration publique offraient effectivement des possibilités à ceux qui connaissaient le droit et la théologie, ainsi que la rhétorique et la grammaire. Dans le domaine de l'éducation, comme dans celui de l'administration, les cadres ecclésiastiques avaient peu à peu remplacé les pouvoirs publics et laïques au cours des IVe et Ve siècles. Et les écoles paroissiales et épiscopales avaient pris la relève des écoles municipales.
l'Église avait par ailleurs un intérêt immédiat au contrôle de l'enseignement afin de lutter contre les hérésies. « L'ignorance est la mère de toutes les erreurs », dira Isidore de Séville au 4e concile de Tolède en 633. Plus anciennes, les écoles épiscopales accueillaient les oblats, qui pouvaient choisir à l'âge de 18 ans de poursuivre leurs études et d'accéder à la prêtrise, ou bien de se marier. Souvent dotées de belles bibliothèques, les écoles épiscopales paraissaient avoir donné la priorité à l'enseignement des 7 arts libéraux, et en particulier de la musique. L'existence des écoles épiscopales contribua à renforcer le rôle des villes comme foyer culturel. La circulation des œuvres fut notable au cours du 7e siècle, et ceux qui voyageaient à Constantinople ou à Rome rapportaient des copies d'ouvrages que les scribes diffusaient ensuite dans l'ensemble de la péninsule. Le palais épiscopal de Tolède devint à son tour un foyer de culture. Il offrait aux enfants de l'aristocratie des 2 sexes une éducation qui complétait les connaissances basiques avec des connaissances de médecine, de droit, de philosophie, de poème historique, la pratique de la chasse, ainsi que des activités sportives. En dehors des villes et des milieux de pouvoir, dans les régions rurales de l'ouest et du nord-ouest de la péninsule, un autre type de culture se développa autour des monastères. L'art fut également l'un des instruments de propagande et l'une des manifestations de la royauté wisigothique dans l'ensemble du territoire. L'architecture des églises s'inspira souvent des basiliques antérieures, non sans y ajouter des éléments spécifiques, une nouvelle conception de l'espace qu'il faut mettre en rapport avec la liturgie et l'importance de la musique. L'architecture domestique, pour sa part, reproduisait volontiers les modèles des villas antiques dont la décoration faisait toujours appel à la mosaïque. Si la simplicité caractérisa la sculpture et la céramique de l'époque wisigothique, celle-ci s'illustra dans l'orfèvrerie et utilisa systématiquement en architecture l'arc outrepassé que reprirent ensuite et diffusèrent les artistes musulmans. L'absence de rupture entre l'Espagne wisigothique et le monde antique, ainsi que le maintien de la péninsule ibérique dans des structures méditerranéennes traditionnelles, constituent donc les principales caractéristiques des 6e et 7e siècles hispaniques. Le processus d'implantation des Wisigoths n'offrit aucun point de comparaison possible avec celui des peuplades germaniques en Europe septentrionale. Isidore de Séville, qui exaltait l'union entre l'excellence de la patrie hispanique et la virilité de la noblesse gothique, avait déjà pris soin de souligner l'ancienneté de cette dernière face à l'obscurité des origines des Francs. L'évolution sociale et économique de la péninsule, si elle permit la persistance du monde romain, offre malgré tout un certain nombre de particularités. Le concept de royauté élaboré par les rois et leurs conseillers ecclésiastiques depuis Récarède reposait sur la notion de vicariat au nom de Dieu. La première mission du roi est le bien-être spirituel et matériel du peuple. Rendre à la justice le maintien de la paix et la collecte des impôts pour s'en assurer fait donc partie des obligations du roi, comme la promulgation des lois et la défense de la foi. Le roi, cependant, ne gouvernait pas seul. L'assemblée des évêques du royaume, auquel se joignaient un certain nombre de grands laïcs, traitait successivement des problèmes religieux puis civils que lui soumettait le souverain. En dehors des conciles, qui n'étaient réunis que sur convocation royale, un groupe plus restreint de grands personnages laïcs et ecclésiastiques constituait une sorte de conseil royal. L'administration territoriale wisigothique fut calquée sur celle qui existait depuis le début du IVe siècle. Le pouvoir civil comme le pouvoir ecclésiastique conservèrent la division en 6 provinces, avec leur capitale, que gouvernaient conjointement un gouverneur et un évêque. La Bétique avec Séville et Cordoue, la Carthaginaise sous l'autorité de Tolède, la Lusitanie avec Mérida, la Galice avec Braga, la Tarraconaise administrée depuis Tarragone et la Septimanie depuis Narbonne, furent à leur tour divisées en circonscriptions plus réduites, les territoriats. Ces territoires s'étendaient généralement autour d'un centre urbain que gouvernait un comites civitatis, dont les attributions étaient à la fois judiciaires, fiscales, administratives et militaires. Les chefs-lieux des territoires furent souvent érigés en évêchés, dont les titulaires assuraient également des fonctions judiciaires. Il semble que l'ancienne organisation municipale des curiales y ait disparu au profit d'un gouvernement des évêques et des comites, soutenu par les oligarchies locales. Dans les zones rurales, les documents révèlent l'existence aussi bien de gouverneurs locaux que d'assemblées des paysans libres, le conventus vicinorum. En dehors de l'exercice de la justice,
les officiers de la couronne étaient chargés de la perception des impôts. Dans les grands domaines, cette tâche est confiée aux propriétaires, tandis que dans les villes, les évêques nommaient tous les 2 ans des numerari. Héritiers des structures romaines, les Visigoths maintinrent les impôts sur les personnes et sur les biens fonciers. Ils conservèrent également les droits de douane sur les marchandises étrangères et la taxe sur les fortunes des marchands. Les communautés juives, enfin, furent astreintes au paiement d'une taxe particulière, que continuèrent de payer dans un premier temps ceux qui s'étaient convertis. En 693, le roi Égica stipula que les convertis qui n'étaient pas retombés dans l'erreur en seraient désormais exemptés. La somme totale due au roi ne varia cependant pas, aggravant d'autant plus la pression fiscale sur les Juifs. La fonction militaire, nous l'avons vu, était l'un des attributs primordiaux des rois wisigothiques. L'implantation progressive des Visigoths dans la péninsule ibérique avait d'ailleurs eu dès l'origine un caractère militaire, et les ducs, avec leurs soldats, furent les premiers à s'établir dans les villes. Léovigile mit sur pied un système défensif permanent le long des frontières, au nord de la Septimanie face aux Francs, au sud et au sud-est face aux Byzantins, et enfin au sud de la cordillère cantabrique et des Pyrénées occidentales, une ligne de places fortes était reliée à une seconde ligne de villes fortifiées situées en retrait. En Septimanie, un désert stratégique devait empêcher les invasions franques, tandis qu'une série de fortifications défendait du côté oriental les passages des Pyrénées. Chacune des provinces du royaume posséda une armée provinciale, placée sous l'autorité du Dux Exercitus Provinciae, dont les attributions étaient purement militaires, mais qui pouvait exiger des comptes des villes le versement d'une partie des impôts, et des grands propriétaires terriens l'envoi de troupes serviles. Après une révolte en Septimanie au milieu du 7e siècle, la couronne promulgua une loi qui mobilisait en cas de rébellion ou d'agression étrangère tous les hommes valides résidant à moins de 100 000, clercs et évêques inclus. Quelques années plus tard, le roi Hervige limita le service militaire et exigea que les propriétaires répondissent à l'appel des ducs ou des comtes en compagnie de 10% de leurs esclaves convenablement armés. Le duc n'avait à la fin du VIe siècle qu'une fonction militaire dans des provinces dont l'administration civile était confiée à un rector. Au milieu du 7e siècle, le duc devint prépondérant et sous le nom de Dux Provinciae, cumula ses anciennes fonctions militaires, celles des recteurs et celles des collecteurs des impôts. Le rôle du duc prend donc progressivement une importance grandissante. D'un point de vue social, la société hispano-romaine des 5e et 6e siècles était divisée en 3 catégories juridiques, les hommes libres, les affranchis et les esclaves. Cette division fut maintenue tant par l'Église que par les Visigoths, qui ne connaissaient à l'origine que la division entre hommes libres et esclaves, ces derniers jouissant d'une condition plus proche de celle des colons romains. Affranchis et esclaves se caractérisaient à la fois par leur degré de dépendance vis-à-vis des hommes libres et par leur valeur en cas de crime. Les esclaves furent très nombreux dans l'Espagne wisigothique. Nés esclaves ou anciens colons passés sous la dépendance du propriétaire de leurs terres, paysans appauvris, enfants abandonnés, prisonniers de guerre ou condamnés par la justice, et tous les juifs du royaume à la suite de la loi d'Égica de 694. Mais si les esclaves ont en commun leurs conditions de dépendance, ils sont loin de constituer un groupe homogène. Quoique systématiquement méprisés, les esclaves rustiques, qui travaillaient la terre, pouvaient échapper au contrôle direct de leurs propriétaires et avoir un certain degré de liberté. Les esclaves domestiques, en revanche, ou ceux qui travaillaient comme ouvriers agricoles soumis à l'autorité et au bon vouloir de leur maître, constituèrent la majeure partie des esclaves fugitifs, si souvent mentionnés dans les textes de loi et dans les canons conciliaires. À l'autre extrême, une petite frange des esclaves du fisc, propriété de la couronne, occupa des fonctions de très haut rang dans le palais et l'administration du fisc. Dans l'ensemble, ils jouissaient d'une série de privilèges, dont ceux de posséder à leur tour des esclaves, et divers biens, de ne pas être soumis à la torture et de pouvoir intenter un procès, qui leur garantissait des conditions de vie supérieures à celles de l'ensemble des esclaves. L'Église fut l'un des grands propriétaires d'esclaves, et la main-d'œuvre servile joua un rôle notable dans le développement des monastères. Et si la condition servile ne constituait pas un empêchement à l'admission dans le clergé, surtout dans le cas du clergé rural, les conciles du 7e siècle prirent le soin d'exiger que l'esclave fût affranchi avant de recevoir les ordres. Population au statut intermédiaire,
Les affranchis ne jouissaient pas de l'ensemble des droits propres aux hommes libres de naissance, et leur vie était estimée à la moitié de celle d'un homme libre. L'homme libre, selon le droit, était celui qui jouissait de la liberté personnelle, dont la vie était estimée au plus haut prix, et qui était doté d'une pleine capacité juridique. Face à la loi, les hommes libres, quelles que fussent leurs qualités, leur rang ou leur richesse, étaient tenus pour égaux, et l'unique privilège dont disposaient les nobles se référait à l'interdiction de la torture à leur encontre. De fait, si les catégories juridiques perduraient et si les lois civiles et canons ecclésiastiques contribuaient à leur maintien, l'évolution sociale, qui avait débuté au IIe siècle, aboutit à une division toujours plus marquée entre deux catégories, les potentiores et les humiliores. Division fondée sur la richesse et le pouvoir. La faiblesse du pouvoir impérial et la disparition de la noblesse sénatoriale avaient permis le développement d'aristocraties locales, dotées d'une autonomie croissante. Si la fonction administrative caractérisait à l'origine la noblesse hispano-romaine, l'aristocratie visigothique était née de la fonction militaire. Le noble ou le prince était suivi d'un groupe de guerriers libres liés à lui par un serment, et possédait des terres, parfois une place forte, dont les habitants étaient ses dépendants. L'installation des Visigoths dans le royaume de Toulouse avait cependant transformé un certain nombre de ces nobles en grands propriétaires fonciers, tandis que d'autres occupaient les hautes charges palatines. Le groupe des potentiores se caractérisa par sa richesse et par le nombre de ses dépendants, clients, affranchis ou esclaves. Les potentiores exerçaient par ailleurs un pouvoir politique et militaire, comme membres de la garde royale, ou bien comme ducs ou comtes, mais également d'un pouvoir religieux et par voie judiciaire, comme évêques et grands abbés. Le pouvoir de l'aristocratie fut encore renforcé par l'accaparement d'un certain nombre de droits et d'impôts, ainsi que par l'exercice privé de la justice. La noblesse fit et défit les rois, plaçant successivement sur le trône ses membres les plus puissants. Elle finit cependant par constituer une telle menace pour la monarchie que le roi Shisdawint, qui avait pourtant obtenu la couronne par la force en 642, procéda à une épuration de la noblesse qui se solda par la mort de 700 de ses membres et l'exil d'un nombre indéterminé d'entre eux. Cette purge sera l'une des causes de la faiblesse militaire future du royaume wisigoth, causée par la disparition de toute une partie de son élite guerrière. La concentration des richesses et du pouvoir entre les mains des potentiores eut pour corollaire une uniformisation de la vie et de la condition des humiliores. Des liens de dépendance personnelle unirent progressivement la majeure partie des paysans libres à des potentiores, qui en échange de leur protection pouvaient exiger des prestations, dont le service militaire. Les patrons dont la protection était recherchée pouvaient être des propriétaires terriens ou des fonctionnaires, dont on espérait des privilèges. La péninsule ibérique des VIe et VIIe siècles entretint un commerce extérieur avec les côtes atlantiques de l'Europe, le sud et le centre des Gaules, l'Italie, le nord de l'Afrique jusqu'à l'invasion des Arabes et l'Orient méditerranéen, tandis que le commerce intérieur était favorisé par l'existence et l'entretien du réseau des voies romaines. Les pestes et les famines de la seconde moitié du VIIe siècle frappèrent durement les villes, et les conditions des humiliores s'y dégrada également. L'évolution économique et sociale de la péninsule, comme l'évolution de ses structures politiques et administratives, alla dans le sens d'une simplification au cours du VIIe siècle. Les anciennes catégories juridiques de la population laissèrent place à une société divisée en privilégiés et non privilégiés. Les potentiores avaient progressivement privatisé de grandes parcelles du pouvoir, depuis l'administration publique et le droit de lever des armées, jusqu'à celui de percevoir les impôts et de rendre la justice. Parallèlement, depuis le milieu du VIIe siècle, deux grandes factions nobiliaires se disputaient le trône à Tolède. La lutte pour le pouvoir entre les divers clans nobiliaires de l'entourage royal et l'indépendance croissante des nobles et des provinces, souvent présentée comme l'une des causes de la chute de la monarchie visigothique, s'inscrivent également dans cette optique d'une dégradation de l'autorité centrale. La proto-féodalisation du royaume, caractérisée par le processus de regroupement au sein d'une même province ou d'un même territoire, au cours du VIIe siècle de tous les pouvoirs entre les mains d'un groupe nobiliaire déjà puissant, aurait donc abouti à un affaiblissement de l'autorité du roi et à des luttes pré-féodales pour le contrôle du pouvoir central. L'existence d'un serment de fidélité exigé par le roi de ses fidèles, caractéristique également de cette proto-féodalisation, n'aurait en revanche pas réussi à compenser leur velléité d'indépendance.
Le système de monarchie élective, hérité de l'Empire romain, encourageait les factions nobiliaires, appuyées par des clientèles militaires, à s'embourber dans des luttes continuelles. Les rois wisigoths qui occupèrent le trône au cours du 7e siècle optèrent alternativement pour une politique d'élimination des factions rivales et pour une politique de coexistence et d'alliance. C'est dans ce contexte de guerre civile, pour l'accès au trône après la mort du roi Witiza en 710, que dans la nuit du 27 au 28 avril 711, Tariq, gouverneur de Tanger, débarqua en Espagne avec plusieurs milliers d'hommes. Les Wisigoths allaient devoir faire face à la vague musulmane, qui en ce début de 8e siècle avait déjà submergé la moitié du monde chrétien. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.